Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de WWE Crown Jewel 2023 qui s'est tenue hier soir. On va revenir sur tous les matchs dans le détail. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, hein, bien entendu, comme d'habitude. Hein, je ferai aussi un petit graphique avec toutes les notes et j'entrerai dans le détail juste après. Hein, c'est le format traditionnel de mes reviews de pay-per-view. On va déjà commencer hein, sans plus attendre. Hein, on va rentrer dans le vif du sujet avec déjà le poster et la note globale du pay-per-view et un petit avis déjà un peu général pour commencer. Voici le poster avec la note générale. Donc 3 étoiles 25 pour ce pay-per-view que je qualifierais de plutôt convenable dans l'ensemble. On ne va pas nier que les shows saoudiens, hein, à la qualité si décriée durant les années Vince, sont bien plus agréables à regarder depuis que Triple H est aux manettes. Si l'on sortait d'une série de pay-per-view globalement assez filler et peu palpitant hein, avec Payback et Fastlane, ce pay-per-view aura eu au moins le mérite de relancer quelque peu une machine ronronnante avec des éléments intéressants hein, dans l'optique du prochain pay-per-view de la VVE, à savoir les Survivor Series, hein, dernier pay-per-view de l'année pour VVE, mais extrêmement important hein, avant de se lancer dans la road to WrestleMania. Drew McIntyre perd clean et il va devoir se remettre en question. Damien Priest rate son cash-in, perd sa mallette, mais aussi son match, ce qui devrait le rendre plus tendu et irrité que jamais. Logan Paul prend le premier titre de sa carrière chez VVE avec une intrigue autour de Santos Escobar vis-à-vis de Rey Mysterio qui est assez prometteuse pour la suite. John Cena prend une sacrée raclée, hein, rare et digne de celle qu'il avait prise face à Lesnar à SummerSlam 2014 et qui posera question hein, quant à la suite de sa carrière. Et enfin, Kairi Sane est de retour, hein, relançant l'intérêt pour la division féminine de SmackDown en termes de storytelling, avec pas mal d'options possibles fort intéressantes et qui devraient nous conduire à des événements passionnants et voire inattendus lors des Survivor Series. Un pay-per-view donc qui, en dehors d'un très solide opener, n'aura pas particulièrement brillé par son in-ring. Certains matchs auraient pu aussi bénéficier de davantage de soins, en particulier ceux de Cody Rhodes et Bianca Belair hein, vis-à-vis de leurs jambes blessées, que ce soit en termes de selling ou bien de travail de sap sur la jambe en question. Bref, on ne peut pas dire qu'il ne se soit rien passé dans ce pay-per-view, bien au contraire, mais les matchs ont globalement manqué soit d'épicness, soit de qualité in-ring, soit de psychologie, soit de suspense. Et malgré la plutôt bonne ambiance générale proposée par ce public saoudien, bon enfant, on ne peut pas dire que ce pay-per-view fasse partie des pay-per-view recommandables à la VVE cette année. Ce mois de novembre sera, je pense, capital dans le cadre de la progression des storylines et le lancement de la Road to WrestleMania, hein, ce qui fait que j'aurai des attentes bien plus hautes pour les Survivor Series que pour Crown Jewel, dont je n'attendais pas monts et merveilles hein, au vu de certains matchs proposés. Voilà, donc je vais déjà vous proposer le graphique avec toutes les notes dans le détail, comme je le fais habituellement. Voici le graphique. On va commencer par le match de kick-off. Sami Zayn contre JD McDonagh. 3 étoiles 1 quart. Rollins, McIntyre, le match de la soirée, 4 étoiles et quart. 3 étoiles pour le Fatal 5-Way féminin. 2 étoiles 25 pour le Sina Sikoa, le moins bon match de la soirée. Logan Paul contre Rey Mysterio, 3 étoiles 75. Io Sky contre Bianca Belair, 3 étoiles et demie. Cody Rhodes contre Damien Priest, 3 étoiles et quart. Et enfin le main-event, Roman Reigns contre LA Knight, 3 étoiles et demie. Voilà, maintenant on va rentrer dans le détail de chaque match. On va commencer par le match de kick-off, à savoir Sami Zayn contre JD McDonagh, 3 étoiles et quart donc pour la note. Le grand retour hein, du match de kick-off, donc après un an, plus d'un an d'absence, hein, et c'était à Clash of the Castle hein, entre Matt Catmoss et les Street Profits et l'Alpha Academy et Austin Theory, hein, on s'en souvient tous de ce match hein, qui était mémorable. Une bonne petite surprise en tout cas d'avoir ce match de kick-off hein, qui permettait aussi de caser Sami Zayn en Arabie Saoudite, hein, le nouveau Mansour hein, en quelque sorte. Sami Zayn m'a fait peur hein, d'ailleurs dès son entrée, hein, parce qu'il a énormément tardé à rentrer. J'ai cru qu'il s'était blessé en backstage hein, ou quelque chose comme ça, ou qu'on allait nous faire un angle particulier. Il se sera juste fait attendre, hein, tel la star qu'il est en Arabie Saoudite. Nouvelle frayeur, hein, d'ailleurs, après la planchette japonaise de Sami Zayn et JD McDonagh, dont l'arrière du crâne heurtera durement la première corde. Hein, heureusement, plus de peur que de mal. Nouvelle petite frayeur encore avec JD McDonagh qui va avoir le flanc gauche bien éraflé. Hein. J'ai pas vraiment réussi à trouver le moment où il a pu se faire ça. C'était peut-être justement la planchette japonaise, mais ça a dû certainement pas mal lui brûler la peau, ça c'est clair.
Le match est quasiment à sens unique, à part un joli dropkick pour contrer Sami Zayn en plein vol et un beau Spanish Fly. JD McDonough aurait été inoffensif dans ce match. J'aurais même aimé d'ailleurs qu'on en voit davantage de sa part. Sami Zayn va tranquillement finir le boulot avec un Hell of a Kick suivi d'un Blue Thunderbomb pour bonne mesure. Un bon petit match de mid-card, ni plus ni moins, mais très basique, fait essentiellement pour donner le smile au public saoudien avant de lancer le show, avec la victoire évidemment inéluctable de leur nouveau chouchou Sami Zayn, dont ce ne sera pas d'ailleurs la seule apparition durant le show, on va en parler juste après. 3 étoiles écart pour ce bon petit match entre deux mid-cardeurs talentueux, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus d'offense de la part de JD McDonough. C'était l'occasion, je pense, pour le faire. On va passer maintenant donc à la carte principale et l'opener qui était Seth Rollins contre Drew McIntyre. 4 étoiles écart pour ce match. À noter un très gros soutien de la part du public saoudien envers Drew McIntyre, malgré la popularité de son adversaire. C'était drôle de le voir dès le début du match faire un clin d'œil à la célébration de Cristiano Ronaldo, ce qui contribuait aussi à faire de la chip pop. Dommage que ce passage ait été mal filmé d'ailleurs, on en a vu que la fin. Drew McIntyre aura largement dominé le début de match, avant un rééquilibrage progressif des forces. Drew McIntyre paraît parfois un peu trop sûr de ses forces, au point de presque commettre une erreur fatale en se faisant contrer par un petit paquet duquel il se sortira. Le match jouit d'une belle progression dans l'intensité et le suspense. Son apogée pour moi viendra lorsque McIntyre cueillera Rollins avec un énorme Claymore après avoir esquivé un Phoenix Splash de Rollins et sur lequel Rollins nous offrira sans doute l'un des plus beaux near falls de l'année du côté de la WWE. J'ai vraiment vibré sur cette séquence en tout cas car j'ai vraiment cru très franchement que Drew pouvait gagner là-dessus. Drew n'arrivera pas à trouver la solution et se fera contrer par un super kick après avoir à nouveau tenté un Claymore, suivi d'un autre Claymore porté dans le vide pour venir en terminer avec un combo Pedigree Cup Stomp de la part de Rollins. Un excellent match pour ouvrir ce show, le bon choix d'opener je pense, même si c'était une surprise pour moi, car forcément avec le cash-in potentiel de Priest, je voyais davantage Priest perdre son match dans un premier temps avant d'aller cacher plus tard, donc lors du Drew contre Rollins. Et le fait d'avoir mis ce match finalement en opener, ça changeait finalement pas mal les perspectives. Quant à Drew McIntyre, on le sent impuissant, même en usant de toutes ses armes fatales, il n'arrive pas à s'imposer et il perd de la façon la plus clean possible, sans la moindre intervention du Judgment Day. Comme Rollins l'avait dit à Raw, Drew ne pourra alors s'en prendre qu'à lui-même en cas de défaite. Rhea Ripley semble aussi lui dire la même chose lors de leur courte confrontation backstage juste après le match. C'est donc une bonne façon de continuer à construire la suite du personnage de McIntyre dont un heel turn est de plus en plus envisageable je pense. Le fait de s'attarder sur Rollins sur le ring puait le cash-in. Priest va en effet débarquer seul pour le faire, mais un homme en capuche, savoir Sami Zayn, va l'en empêcher en allant voler la mallette pour partir dans le public avec une grosse pop évidemment. Il est vrai qu'avec ce match en opener, le cash-in me semblait moins envisageable que s'il avait eu lieu après le Cody Priest. On continue de raconter la feud entre le Judgment Day et les Babyface de Raw, qui conduira probablement à un Wargames lors des Survivor Series, lors duquel je pense que Drew aura un rôle primordial à jouer, qu'il soit acteur ou non de ce match d'ailleurs. Quant à Damien Priest, son courroux risque de grandir encore davantage jusqu'à l'explosion potentielle au sein du Judgment Day. C'est aussi l'autre développement de personnage qu'il faudra suivre du côté de Raw. 4 étoiles écart en tout cas pour ce très bon opener dans la lignée, je dirais, de celui du Money in the Bank 2020 entre deux excellents catcheurs qui ont une très bonne alchimie. Donc c'était pour moi une très très bonne manière de lancer le show. On va passer maintenant au match suivant. Le Fatal 5-Way féminin, donc pour le Women's Championship, entre Rhea Ripley, Zoey Stark, Shayna Baszler, Raquel Rodriguez et Nia Jax. 3 étoiles pour le match. L'entrée de Rhea m'aura particulièrement déconcerté. Non seulement elle n'a pas grand chose à voir avec elle ou bien avec le Judgment Day, mais en plus elle aura surtout mis des heures et des heures. C'était vraiment interminable. Franchement cette entrée, elle était très très particulière. En tout cas sans trop de surprise, j'ai trouvé ce match bien meilleur quand Jax n'était pas là. Elle n'aura servi qu'à intervenir de temps à autre pour essayer de récolter les miettes et provoquer de la hit, mais heureusement les 4 autres auront plutôt bien œuvré pour la dégager à l'extérieur du ring. Ça a permis alors d'avoir un quasi fatal 4-way relativement de bonne facture, qui aura surtout mis en avant les qualités de Zoey Stark, qui pour moi fut la MVP de ce match.
Le caméraman se sera d'ailleurs bien fait plaisir lors de cette incroyable prise de vue, lors du dive de Zoé sur Raquel et Rhea à l'extérieur du ring, qui est probablement l'une des images de ce pay-per-view. Raquel aura montré sa force, avec un clin d'œil sympa, sa feud avec Rhea pendant un court moment. Shayna Baszler m'a semblé plutôt discrète dans l'ensemble, c'est bien dommage. Je n'ai pas trop aimé le spot d'ailleurs de la soumission multiple, en mode sculpture vivante. Je n'ai jamais été friand de ce genre de séquence dans le catch, de par le manque criant de crédibilité qu'elle suscite. Rhea Ripley n'aura pas non plus été des plus présentes, mais aura été bonne au niveau selling, afin de mettre en avant ses adversaires, notamment sur le Z360 de Zoé, ou bien la Big Boot de Raquel. J'ai pas non plus beaucoup apprécié le finish qui fait passer Raquel pour une idiote, car elle a largement le temps de voir que Rhea est en train de préparer un Super Riptide sur Zoé Stark, mais Raquel tente quand même un pin sur Shayna Baszler juste en dessous, alors qu'elle se doutait bien que le Riptide allait lui retomber dessus. Autant attendre que le spot ait lieu et ensuite dégager Rhea lors du tombé pour venir ramasser les miettes. Ça aurait été bien plus intelligent ainsi, quoi. Donc j'ai pas trop aimé ce finish qui était assez mal exécuté en soi. Shayna Baszler pour sa part prend donc le pin, c'était l'une des candidates principales pour ce rôle avec Zoé Stark voire Raquel. Dans l'ensemble ce match était moyen sans plus, j'en attendais pas grand chose et je me laissais le droit d'être surpris. C'était sans doute un peu meilleur que ce que j'aurais cru, essentiellement parce que Jax aura été pas mal éteinte dans ce match et que Zoé aura brillé dans le peu qu'elle aura fait. Je m'attendais aussi à plus d'interactions entre Jax et Raquel, histoire de continuer à teaser un match entre les deux. Au final, on a plus eu l'impression que c'était Rhea et Raquel qui étaient repartis pour un tour, même si j'y vois plus un clin d'œil à leur feud et rien d'autre. La victoire de Ripley était pour moi évidente, la non-défaite de Jax également, et je serais pas surpris que ces deux-là s'affrontent au Survivor Series, Ripley et Jax. Match passable au final et sans suspense, pas toujours excellent dans l'exécution et auquel je ne pourrais donner davantage que la note de 3 étoiles. Le match suivant, John Cena contre Solo Sikoa, 2 étoiles 25 pour la note. Un match assez déstabilisant, je dois dire, car ce n'était pas un match à la Cena en réalité, ou du moins en partie. Déjà dès le départ, je suis surpris de voir John Cena non seulement prendre le contrôle des opérations, mais aussi entreprendre un travail intelligent sur le pouce de Solo Sikoa, afin de rendre le Samoan Spike plus difficile à porter pour lui, chose qui est plutôt bien vue de sa part, mais pas franchement dans le style habituel de Cena. Puis vint rapidement la phase plus traditionnelle, où Cena se fait dominer dans les grandes largeurs, avec plusieurs écrasements fessiers contre le coin, notamment de la part de Sikoa. Le rythme est lent et on s'ennuie ferme, comme je le redoutais. Là-dessus, je me suis dit, Cena va faire son comeback à la Cena. Cena wins lol, merci, au revoir. Et j'y crois encore plus lorsque Cena nous fera son comeback des 5 Moves of Doom, vu des milliers de fois dans sa carrière, achevé par un 5 Knuckle Shuffle. Mais Solo revient, porte un Samoan Spike assez violent, suivi d'un deuxième, un troisième, un quatrième, en prenant bien son temps. Là, c'est assez mou, on se demande ce qui se passe. Là-dessus, je me dis que même là, Cena il va quand même réussir à s'en sortir, c'est un super-héros. Il va réussir à le surprendre avec un roll-up ou une connerie du genre. Mais que nenni, Solo va carrément venir assassiner Cena en lui portant 7 Samoan Spike consécutifs, portant son total à 11, pour venir s'imposer dans le plus grand des calmes. Eh bien non, finalement, pas de Cena wins lol. Pas de fin de losing streak pour Cena en 1 contre 1 après plus de 2000 jours sans gagner en solo. La série des 2000, donc des plus de 2000 jours, continue et le public est climatisé, les mains sur la tête. C'est ce qui s'appelle faire un impact, ça c'est le mot qu'on puisse dire. Très franchement, même si c'était pas mon pronostic, je suis content au bout du compte que Solo s'impose, puisque après tout c'est aux jeunes d'être mis en avant et c'est ce qu'il faut faire dans le catch. Mais la manière est tout de même assez violente, voire malaisante. Ça rappelle forcément la défaite cinglante de Cena contre Lesnar à SummerSlam 2014. Au moins, Sikoa est mis over, et c'est ce qu'il faudra retenir principalement de ce match, très franchement mauvais. Cena n'y est plus. Un travail au pouce qui pouvait être intéressant dans la narration, mais qui fut bien trop court. La seule écriture que j'y vois pour Cena, c'est que cette cuisante défaite pourrait le pousser durant la Road to WrestleMania à mettre sa carrière en jeu à Mania 40 en cas de défaite, que ce soit dans un match à symbole contre Randy Orton par exemple, ou face à un autre mec jeune qu'il faudra aussi mettre en avant, on aura le temps d'en reparler. Ce match
portrait Sikoa comme un monstre destructeur, hein, qui peut être une menace aussi bien pour les adversaires de la Bloodline que la Bloodline elle-même, en commençant par Roman Reigns. Une victoire qui va faire quand même du bien à Solo, je pense, hein. Même si in ring, bah, il est vraiment boring. Son selling au pouce était d'ailleurs pas des meilleurs. Et c'est pas face à Cena, hein, que ce match pouvait franchement nous enthousiasmer. Donc 2 étoiles écart pour cette vieille croûte. Hein, pour moi, c'était de loin le moins bon match de ce pay-per-view. Petite parenthèse rapide sur le Miz TV, hein, qui n'était pas prévu. Il reçoit un humoriste, hein, saoudien, un acteur un peu connu de nous les Français. Grayson Waller viendra aussi s'ajouter au segment, hein, ça va s'envenimer. Et puis bah, comme le Miz est parti, hein, pour un face turn, donc je n'avais franchement pas envie, parce que pour moi c'est un heel naturel, et en face je l'apprécie pas particulièrement. Et ben il va venir aider son invité en portant un Skull Crushing Finale à Grayson Waller, ce qui va permettre à la célébrité de venir achever Waller avec un People's Elbow façon The Rock. Les news qui circulaient ces derniers jours indiquaient que Waller allait partir pour l'Arabie Saoudite, hein, et au vu de son tweet qui disait que le foot était un sport médiocre, en mettant un gif de Cristiano Ronaldo, bah forcément moi je m'étais préparé à avoir un segment entre les deux qui aurait fait un buzz énorme, mais bon j'aurais dû vérifier l'info, puisqu'en réalité Cristiano avait un match au même moment que le pay-per-view, donc d'ailleurs il avait marqué un but dans ce match. Bref, c'était juste un segment entracte, sans grand intérêt, avec une star locale, hein. On va donc pouvoir passer au match suivant, à savoir Logan Paul contre Rey Mysterio. 3 étoiles 75 pour ce match. Un peu à l'instar de John Cena, Logan Paul m'a quelque peu pris à contre-pied, hein, en s'illustrant dans un registre technique, avec quelques soumissions appliquées, hein, dans la première partie du match, là où forcément moi j'attendais davantage un Logan Paul bondissant et spectaculaire. Alors bien sûr, hein, qu'il a aussi été voltigeur, hein, dans ce match, mais pas de façon abusive, et j'ai plutôt apprécié cette volonté de diversifier un peu son catch. Il continue aussi de se montrer également fan de catch, hein, avec un petit hommage à l'Ultimate Warrior, même à Bruno Sammartino, hein, comme l'a précisé Michael Cole, et enfin bien évidemment à Eddie Guerrero, hein, même si je m'attendais à davantage de chambrage vis-à-vis d'Eddie justement, et de provocation, notamment avec une tentative de Free Amigos, hein, par exemple, chose qu'il avait d'ailleurs déjà faite. Logan Paul reste green, hein, quand même dans un ring, mais bien évidemment, c'est tout à fait normal. Mais on peut pas nier, hein, qu'il a des qualités athlétiques hors du commun. Son springboard moonsault était propre, son splash au centre du ring également. Son moonsault follow-away slam fut aussi de toute beauté, une prise très très difficile à exécuter. Et que dire, hein, de ce sauvetage miraculeux, hein, de Logan Paul, venu sauver la carrière, voire peut-être la vie, j'exagère pas, de Rey Mysterio en le réceptionnant in extremis suite à un springboard moonsault, alors que Mysterio était franchement à 2 doigts de finir le crâne directement au sol. J'ai du mal à dire, hein, qui était le vrai fautif dans ce spot, mais très franchement, un énorme bravo à Logan Paul, hein, qui a probablement été dûment remercié par Mysterio, voire les officiels de la VVE en coulisses, ça j'en doute pas. Mysterio a su faire, hein, ce qu'il fallait, en tout cas pour mettre en avant son jeune adversaire. Le tournant arrivera lorsque l'on verra un déjà-vu, hein, de SummerSlam avec Ricochet, avec ce nouveau membre, hein, encore de l'entourage de Logan Paul, hein, venu lui donner un point américain, mais il n'arrive pas à le placer suffisamment vite. Du coup, le point américain vole à l'extérieur du ring, suite donc à une réaction de Mysterio. L'assistant tente de le récupérer, mais un très beau plan sur les pieds d'un inconnu apparaît alors, et la caméra remonte, et il s'agissait bien sûr de Santos Escobar, venu faire fuir l'assistant. Mais le plus intéressant arrive juste après, lorsque Santos pose tout délicatement le point américain sur le rebord du ring avant d'aller courser l'assistant, ce qui évidemment va venir alimenter toutes les rumeurs sur une possible trahison à venir de la part de Santos envers Rey Mysterio, car Logan Paul justement va se saisir du point américain. Mysterio arrive alors quand même à appliquer son 619, mais sa tentative traditionnelle de splash pour terminer le match, qui s'en est suivi, est contrée par un One Lucky Punch en plein vol par Logan Paul, donc avec ce point américain qui va lui permettre, hein, Logan Paul de l'emporter, de prendre le titre des États-Unis, son tout premier titre, hein, à la VVE, donc c'est quand même important, un résultat tout à fait logique à mon sens, hein, car comme je le disais dans ma vidéo pronostic de mon So Catch, Mysterio n'avait pas besoin de ce titre, hein, et il y a forcément la perspective, avec un champion US heel comme Logan Paul, de venir offrir ce titre à un babyface méritant, et je n'en vois que 2 pour le faire, à savoir soit Ricochet,
avec qui je pense qu'il y a de l'unfinished business, soit LA Knight. Pour moi, c'est l'un de ces deux-là. Reste à savoir donc quand cela va se faire. Rumble, Chamber ou bien Mania. Hein, tout dépendra surtout du planning de Logan Paul, hein, puisque on sait qu'il est plutôt part-timer, donc j'espère qu'il va pas trop s'absenter. Déjà que bon, Roman Reigns du côté de SmackDown, on le voit déjà pas beaucoup avec sa ceinture. Alors si Logan Paul fait pareil avec le titre des États-Unis, ça ferait quand même un peu beaucoup. Et très franchement, hein, niveau publicité, voir Logan Paul avec un titre chez WWE, bah ça va forcément faire parler, donc c'est tout bénef pour WWE hein, sur tous les plans. Quant au finish du match, bah, et je le trouve très intéressant, car forcément, moi qui rêvais depuis des mois, hein, je vous l'ai déjà dit ici, d'une feud entre Mysterio et Escobar avec un Escobar heel, bah, on n'a jamais été aussi près de l'avoir, et j'ai vraiment hâte que cela arrive, car l'Escobar heel de NXT était franchement très bon, et je ne doute pas que Mysterio saura se coucher pour la bonne cause afin de mettre over Santos, du moins. Je l'espère, hein, car quand même, on n'oublie pas que Mysterio avait quand même battu son propre fils à WrestleMania cette année. Hein. J'ai moins apprécié voir Logan Paul aller voir Mysterio à la fin du match pour lui dire qu'il l'aimait, qu'il l'appréciait, qu'il le considérait comme une légende. J'aurais préféré qu'il reste quand même dans son personnage de heel arrogant jusqu'au bout, hein, à parader avec la ceinture, plutôt qu'à faire ça. Ça brise un petit peu le kayfabe. Et cependant, c'est intéressant de voir que bon, Mysterio, après suite à ça, ben, répond à Logan Paul, ben, qui sait très bien que ce que Logan Paul a fait, hein, car sur le moment, bah évidemment, il n'a pas vu que c'était Santos en réalité qui avait posé le point américain sur le ring. Donc les prochaines semaines promettent d'être intéressantes hein, pour la suite. Il y aura forcément des soupçons, des doutes, un Mysterio peut-être qui ne peut pas croire que Santos puisse le trahir, et il y aura peut-être des doutes, et puis petit à petit il y aura de la psychologie, voilà, il y aura pas mal de choses intéressantes à venir. Ça c'est bien, parce que SmackDown a besoin d'autres intrigues, parce que là tout tourne toujours autour de la bloodline de Reigns. Et c'est bien d'avoir de nouvelles intrigues. Et on le verra aussi pour les filles, où quelque chose aussi se passe. Donc ça c'est très bien. Donc 3,75 pour ce match, hein, de bonne qualité, avec de beaux moves, un peu de psychologie, un soupçon d'overbooking à la fin, mais pas gênant, rendant l'ensemble globalement plaisant. J'ai eu l'impression qu'on me racontait une histoire, hein, et c'est quelque chose que j'adore voir dans le catch. Donc pour moi le contrat est globalement rempli. Le match suivant, Io Sky contre Bianca Belair, 3 étoiles et demie pour la note. À noter hein, pour commencer un très bon travail à la jambe droite de Belair de la part de Sky hein, durant une bonne partie du match, qui forcément fait écho d'une part à la blessure à la jambe de Belair à SummerSlam, qui nous avait bien worké hein, d'ailleurs à ce moment-là, mais également à l'attaque backstage de Damage Control sur la jambe de Belair, qui lui avait valu donc sa longue absence. Mais malheureusement, le seul problème que j'ai avec ça, c'est que si on revoit bien les images, hein, c'est ce que j'ai fait, à SummerSlam, c'est à la jambe droite que Belair se blesse, en tout cas in kayfabe, tandis que lors du segment backstage qui a donc provoqué l'absence de Belair, l'assaut de Damage Control a été donné sur la jambe gauche de Belair. Et lors de ce match donc de Crown Jewel, le travail réalisé par Sky se fait à nouveau sur la jambe droite de Belair. Donc pour moi ça a manqué quand même cruellement de cohérence, ça c'est bien dommage. Tant qu'à faire, autant rester sur la même jambe, hein, c'est-à-dire elle se blesse à la jambe droite à SummerSlam, on pulvérise sa jambe droite lors d'un segment backstage, et Io Sky reprend ce travail à la jambe droite de Belair lors du match. Voilà, pour moi c'était ça l'écriture. Voilà, c'est des petits détails qui peuvent peut-être ne pas compter pour grand monde, mais voilà, pour moi c'est quand même important dans la narration et la cohérence, hein, surtout de la narration. J'ai également eu du mal avec le selling à la jambe de Bianca, que j'ai trouvé bien trop approximatif et rarement dans le bon ton, à savoir soit exagéré, hein, comme lorsqu'elle a ridiculement sautillé, hein, comme si elle jouait à la marelle, soit carrément en ne vendant rien du tout, notamment dans la dernière partie du match. Et ça, franchement, c'est pas le genre de choses que j'apprécie dans le catch. Donc ça fait attention, un bon petit carton jaune pour Bianca. Io Sky, pour sa part, elle est peu répréhensible, hein, son catch est très propre, et on la sent concentrée, professionnelle hein, dans ce qu'elle fait, hein, on sent qu'elle est très expérimentée, et c'est ce qui manque encore pas mal à Bianca, qui a tendance à en faire soit trop, soit pas assez, hein, c'est pas le bon dosage avec elle, donc elle est possiblement trop occupée en fait à essayer de faire ses gros spots, sans penser au reste, ça c'est dommage. La psychologie, savoir raconter un match, c'est sans doute, je pense, l'un des gros points faibles de Bianca qu'il faudra savoir corriger dans les mois et les années à venir, hein, afin d'en faire l'égal, je pense, des plus grandes. Hein. Bayley va évidemment finir par arriver pour distraire Bianca, hein, ce que Io Sky ne semblait pas avoir prévu, hein, ça a vu sa tête. Bayley lui dit qu'elle surveille Belair et qu'il faut lui faire confiance. En effet, Bayley fera
son boulot jusqu'au bout pour aider Io Sky, notamment en accrochant la jambe de Belair près des cordes. Un coup malencontreux porté par Sky sur Bayley sera l'autre moment fort du match, avec une Sky qui semble à peine désolée d'ailleurs par son geste. Et évidemment, la grande surprise avec cette intervention d'une femme petite, aux cheveux colorés, dont j'avais cru naïvement en direct qu'il s'agissait de dos, en tout cas, soit de Dakota Kai, soit de Zelina Vega, malgré toutes les news quand même qui avaient circulé cette semaine. Et en effet, il s'agissait bien de Kairi Sane, venu étrangement sauver Bayley d'un KOD inéluctable sur la table des commentateurs, pour ensuite lui porter un backfist et la projeter contre le poteau. J'ai bien aimé ensuite sa façon de se camoufler contre le ring, là, dos au ring, qui était, je trouvais, très, très gracieuse et très féline. Io Sky en a alors profité pour faire son moonsault et s'imposer pour conserver son titre, avec aussi un magnifique insane elbow de Kairi après le match, pour bonne mesure, sous les yeux étonnés, mais même apeurés de Bayley. Alors très franchement, dans ma précédente vidéo, j'étais aussi parti sur la victoire d'Io Sky, car je voyais Belair galérer encore un peu avant de récupérer son titre, parce que ça me semblait trop rapide pour le prendre maintenant. Mais malheureusement pour moi, j'ai finalement changé d'avis, 1 ou 2 jours avant le pay-per-view, car la confirmation du retour de Kairi à la VVE m'avait orienté vers un fantasy booking, à savoir que Io Sky perdrait finalement son titre, que Bayley et Sky viendraient alors piétiner Belair en représailles, et qu'Asuka viendrait alors faire le save, accompagné justement de Kairi pour reformer les Kabuki Warriors et se lancer dans une feud Damage Control Kabuki Warriors. Tout simplement car la dernière fois qu'on avait laissé Kairi à la VVE, elle s'était faite agresser backstage par Bayley en 2020, projetée plusieurs fois contre un rideau de fer. Asuka alors avait abandonné son match, et même son titre d'ailleurs, face à Sasha Banks, pour venir sauver sa copine. Et donc ça me semblait être une belle écriture de venir reprendre les choses là où on les avait laissées en 2020, avec la reformation des Kabuki Warriors, pour venir s'en prendre à Damage Control, et en particulier à Bayley. Mais hélas, c'est pas du tout le scénario qu'on a vu, et je suis surpris que finalement Kairi vienne non seulement sauver Bayley, mais aussi faire gagner Io Sky, bien qu'il faille aussi rappeler qu'elle connaît très bien Io Sky, qu'elle a plusieurs fois affronté à la Stardom, et avec qui elle a même fait équipe de temps à autre. Et je pensais aussi que Belair allait finalement gagner, du fait, que je n'avais pas en tête lors de ma vidéo pronostic, elle allait peut-être gagner, je pense, du fait que sa prochaine Real TV avec Montesford allait bientôt sortir en février 2024, et que ce serait mieux, je pense, d'avoir Belair championne avant le lancement de ce show. Bref, tant pis pour moi, mais en tout cas, une sacrée sensation, et ça ouvre pas mal de portes pour la suite des opérations. Donc, est-ce qu'on va avoir un Damage Control enrichi de Kairi pendant quelques temps, avec évidemment beaucoup de tensions intestines en perspective, ou bien une future faction possiblement japonaise se formera-t-elle indépendamment de Damage Control, avec Asuka, voire d'autres recrues venues tout droit du Japon, et pas forcément japonaises d'ailleurs, que ce soit, je sais pas, Sari, Julia, ou Mariame, ou peut-être même Mina Shirakawa. Forcément, les perspectives sont belles. Le fantasy booking va aussi marcher à plein tube. Et évidemment, à 3 semaines des Survivor Series, l'ajout de Kairi Sane maintenant ne sera pas de trop, et va être très intéressant d'un point de vue storytelling, en espérant que cela permettra de redonner de l'intérêt à la division féminine de SmackDown, que je trouve assez peu palpitante, malgré la qualité indéniable des filles qu'ils ont actuellement. Donc ça c'est bien, voilà, on va redonner un peu d'intérêt à SmackDown, en dehors du traditionnel Bloodline qui prend beaucoup trop de place dans ce show. Donc c'est bien d'avoir un peu d'autres intrigues. Donc 3 étoiles et demie, bon, seulement pour ce match, qui était pas mauvais en soi, mais globalement décevant, et inférieur même pour moi à celui de Backlash, pour ma part, qui était bien un meilleur souvenir. Et puis effectivement il y avait une superbe ambiance, et je pense un meilleur match d'un point de vue, je dirais, in-ring. On va passer maintenant au match suivant, Cody Rhodes contre Damien Priest. 3 étoiles et quart pour la note. Un match que je qualifierais d'assez classique, ça avait plus la saveur d'un main event de Raw que d'un vrai match de pay-per-view à mon sens. Que Damien Priest vienne attaquer directement Cody avant le début du match était logique, dans le cadre du développement de son personnage, puisqu'il est actuellement, je dirais, de plus en plus énervé par la situation autour du Judgment Day, et en plus il sortait d'un cash-in raté en début de soirée. Donc ça forcément, là, il était dans un état d'esprit quand même bien chaud. J'ai été quelque peu déçu par le manque de storytelling au niveau de la cheville gauche de Cody, qui avait été blessé par Priest à Raw 2 semaines auparavant. Parce que si Cody
a tenté par moment de la vendre, cette cheville, hein, afin de nous rappeler cette blessure et de nous montrer que celle-ci n'était pas totalement guérie. Je déplore surtout l'absence totale de capitalisation de la part de Priest pour tenter de l'affaiblir encore davantage, chose que n'importe quel heel normalement constitué aurait faite dès le début du match, hein, d'autant plus que c'est Priest lui-même qui avait blessé la cheville de Cody Arrow, donc pourquoi ne pas en profiter? Alors, faut-il y voir une autre lecture, à savoir que Damien Priest est actuellement trop énervé et donc pas assez focus sur son match pour penser à travailler la jambe de Cody. Ça, bon, on le saura sans doute jamais, mais je déplore en tout cas cette absence de développement durant ce match. Pour le reste, le match est ultra classique, hein, on appréciera le match dans le match quand même, entre le reckoning de Priest et le crossroads de Cody, hein, de finishers similaires. Priest ayant ressorti son reckoning pour l'occasion lors du dernier Raw face à Sami Zayn en guise de mind game avant Crown Jewel, donc chose que j'avais alors appréciée. Le reste est alors assez prévisible, hein, avec la partie overbookée du match, hein, à laquelle on s'attendait lorsque Balor, Dominic et JD McDonagh tenteront d'intervenir, mais Joe Uso débarquera pour les chasser en saisissant la chaise initialement portée par Dominic. Ça m'a pas mal gêné d'ailleurs de voir qu'une seule malheureuse chaise suffit à faire fuir 3 hommes à la fois, hein, comme s'ils ne pouvaient pas s'attaquer à 3 contre 1 sur Jey Uso. Bon, j'ai trouvé ça dommage. Sami Zayn aurait pu au moins s'ajouter à la bataille, hein, j'aurais préféré qu'il le fasse ainsi, je pense, même si on l'avait déjà vu 2 fois dans le show. L'après-overbooking est quasi à sens unique, hein, avec un Cody Cutter, un Bionic Elbow, un autre Cody Cutter et un peu plus tard 3 Crossroads d'affilée pour venir terminer le match. Cody wins LOL, un résultat qui me paraît logique à l'arrivée, même si ça fait une défaite pour Senior Money in the Bank, hein, mais une défaite pas nécessairement rédhibitoire pour lui, car ça peut servir le développement de son personnage par la suite, exactement comme avec Drew McIntyre, hein, actuellement. Un parallèle à faire entre la situation de Drew et celle de Priest, hein, pourrait être aussi d'ailleurs intéressant à faire. Hein. Cody prend une victoire qui va venir petit à petit le remettre en selle avant probablement d'aller chercher Reigns à Mania 40, hein, du moins c'est ce qui semble être le plus probable. 3 étoiles écart pour ce match, assez weekly-esque à l'arrivée, peu original, assez vite oubliable. L'exécution est propre, mais j'aurais aimé davantage de psychologie et un Priest plus occupé à détruire la cheville de Cody. C'est un grand manque pour moi de mon côté. On va finir donc avec le main event sans surprise, c'était Roman Reigns contre LA Knight, hein, pour le titre Universal incontesté. À noter un bel accueil de LA Knight, hein, de la part du public saoudien, car on ne savait pas encore à ce moment-là comment la hype LA Knight allait être accueillie en Arabie Saoudite. S'agissant du match, hein, très franchement, je ne m'attendais à rien d'exceptionnel dans le ring, hein, au vu des 2 catcheurs en présence. Et j'ai eu ni plus ni moins que ce que j'attendais, quoi, à savoir un match assez terne, globalement ennuyeux, hein, notamment durant les phases de hit de Reigns, et des comebacks de babyface ultra classiques de la part de Knight, auxquels réagira bien le public saoudien. Mais très franchement, j'ai jamais embarqué dans ce match qui pêchait par un manque évident de suspense, et ce match n'avait pas la saveur des grands soirs, hein, comme pour le Cody Reigns de Mania ou bien le Zayn Reigns de l'Elimination Chamber. Knight est un catcheur, tout ce qu'il y a de plus basique, et je suis davantage captivé par son micro que par ses prouesses entre les cordes. Évidemment, Solo Sikoa, depuis la rampe, et Jimmy Uso vont intervenir pour la hit, et pour que Reigns ait ses 3 minutes de pause obligatoires, hein, recommandées par son médecin. Jimmy posera le pied de Reigns sur la corde, alors que Knight faisait le tomber, après avoir porté et réussi son BFT. La tête de Jimmy prendra cher, hein, après plusieurs projections contre la table des commentateurs, par LA Knight. Même tarif pour Reigns. Jimmy se prendra ensuite une projection sur la table des commentateurs, qui va s'écrouler, suffisant pour distraire quand même LA Knight, hein, qui se prendra un premier spear contre la barricade par Reigns à l'extérieur, suivi d'un second à l'intérieur du ring pour la victoire tranquillou de Reigns. Donc Reigns wins LOL, bien évidemment, hein, qui en doutait, hein, très franchement. Un match de 20 minutes, hein, qui m'a semblé déjà bien trop long. Avec ces deux-là dans un ring, il aurait fallu, dans l'idéal, hein, que ce match n'excède pas le quart d'heure. On notera tout de même l'absence de Jey Uso pour intervenir contre son frère, chose qui aurait été possible. Hein. Et nous savons très bien, hein, que nous sommes dans une phase où Reigns ne peut pas encore perdre son titre et qu'il faudra prendre son mal en patience, hein, jusqu'à Mania 40, probablement pour la consécration de Cody Rhodes. AJ Styles me semble aussi être un candidat crédible en tant que challenger de transition pour Reigns au Royal Rumble, car Reigns ne sera a priori pas présent au Survivor Series, hein, en tout cas c'est ce qui se dit et je pense que ça va être le cas. Bref, cela fait un bon moment que je suis descendu du train de la Bloodline qui était parti dans une direction qui ne me correspondait plus, et le jour
où Reigns perdra son titre, bah très franchement, malgré l'importance que ce moment revêtira dans l'histoire de la WWE, je ne serai plus du tout investi et ma réaction sera des plus élémentaires, sans la moindre émotion particulière, hein, si ce n'est le soulagement de me dire que tout cela est enfin terminé. 3 étoiles et demie, hein, ce sera la note maximale que je pourrais donner à ce main event, et je ne me voyais de toute façon pas donner plus, même avant que ce match n'ait commencé, et dire que c'était probablement le dernier match de Reigns en 2023, très franchement, c'est le genre de choses qui me donne encore plus envie que tout cela se termine au plus vite. Voilà donc pour la review de Crown Jewel. J'espère que cette vidéo vous plaira. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du pay-per-view. Est-ce que vous avez aimé ce pay-per-view? Est-ce que vous l'avez détesté? Est-ce que vous êtes plus dur avec moi ou plus clément avec moi vis-à-vis de ce pay-per-view? Voilà, dites-moi ce que vous avez aimé, dites-moi ce que vous avez détesté, vos attentes pour Survivor Series, voilà, tout ce que vous voulez. En tout cas, comme d'habitude, je vous incite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour ma part, on se retrouve très vite, hein. Ça va être déjà dans 2 semaines, ça va vite. Ça va être le 19 novembre, soit à 6 jours de Survivor Series, puisque effectivement le pay-per-view est déjà, il n'y a que 3 semaines entre Crown Jewel et Survivor Series, donc on se retrouve déjà dans 2 semaines pour en parler, faire les pronostics. Il y aura beaucoup de choses à dire, hein, parce que en termes de storytelling, il y aura forcément énormément d'éléments. Des surprises sont à attendre, je pense des revirements de situation, des trahisons, etc. Des personnages qui vont encore évoluer. Et là, franchement, j'attendrai ce pay-per-view tournant, que j'attends quand même beaucoup de ce pay-per-view, même si on ne connaît pas évidemment encore la carte, mais il y aura un Wargames masculin à minima. On verra si les filles bénéficieront aussi d'un Wargames ou d'un 5v5 contre traditionnel. En tout cas, avec l'ajout de Kairi Sane, voilà, et tout ce qui se trame autour de Damage Control, Belair qui va avoir envie de se venger, forcément, il y a plein de matchs, des matchs à plusieurs qui peuvent aussi se goupiller. Sans oublier bien sûr Nick Aldis, Adam Pearce, qui sont déjà en tension tous les deux. Let the games begin, comme dirait Adam Pearce. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà, il va falloir builder ça aux petits oignons. Et j'espère que ça va nous donner la hype. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Passez une très bonne fin de semaine et un très bon mois de novembre. On se retrouve de toute façon très vite. Portez-vous bien. Et d'ici là, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch!